Je me disais tout de suite qu'en fait, on va parler récit, on va parler histoire, et du coup, je me disais que peut-être, je sais pas, en régie, je vous ai pas du tout prévenu et je m'en excuse, mais peut-être ça serait bien d'avoir un peu moins de lumière, en fait, un petit truc, je sais pas si c'est possible de faire un petit truc un peu plus tamisé. Si ça l'est pas, faites-moi... Ouais, vous êtes formidable. Merci beaucoup. Alors, bah, écoutez, comme chaque année, je suis vraiment très heureuse d'être là. Merci Ludo pour cette invitation. On s'est dit en préparant cette programmation autour des récits que ce serait bien de commencer par définir un peu de quoi on parle. Je vais essayer de ne pas prononcer le mot récit plus de 77 fois dans cette présentation, mais ce n'est pas certain que j'y arrive, puisque vous l'aurez remarqué, c'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment. Et on pourrait presque se dire que finalement, les récits, c'est de la communication. Ce serait presque une nouvelle façon d'appeler ce qu'on appelait jusqu'alors le storytelling. Alors, ce n'est pas totalement faux, dans le sens où le storytelling, c'est une communication plus engageante qui consiste à raconter plutôt que d'écrire. Mais les récits, c'est pas que ça. Alors je vous propose de commencer par des définitions, ça fait jamais de mal. Un récit, c'est une action de relater, de rapporter quelque chose. Exemple, faire le récit d'un voyage. Deuxième définition, développement oral ou écrit. Ça peut prendre n'importe quelle forme, un récit. Rapportant des faits vrais ou imaginaires. Écrire des récits d'aventure. Alors moi, je voulais attirer votre attention sur 2 points dans le cadre de ces définitions qui nous sont données par le Larousse. Le premier point, c'est que les 2 exemples qui nous sont donnés, vous l'avez vu, ils font écho au voyage, à notre métier en réalité. Et ça montre à quel point le tourisme, notre industrie, c'est un beau terrain de jeu pour raconter des histoires. Et puis, je voulais attirer également votre attention sur le fait qu'on parle de rapporter des faits vrais ou imaginaires. Un récit, ça peut être un récit documentaire dans lequel on va venir rapporter une forme de réalité. On peut également faire appel à la fiction. Ça n'est pas restrictif. Alors, à ce stade de la conversation, très descendante, je vous l'accorde, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on se raconte des histoires, nous autres humains. Eh bien, les toutes premières histoires qu'on s'est racontées, c'était il y a 36 000 ans à peu près, alors que des humains peignaient des rhinocéros à poils laineux sur les parois de la grotte Chauvet. Alors ici, on comprend bien qu'il s'agit de faire œuvre de transmission. Cette scène, c'est un apprentissage qui finalement sert tout simplement à la survie de l'espèce. Et puis très vite, on s'est aperçu que dans ces représentations, il y avait des symboles, des cercles, des triangles, et puis ces appositions de mains que vous avez probablement tous et toutes déjà vues. Alors, elles n'ont pas de signification immédiate, ces peintures. Pourtant, on peut quand même évoquer avec les archéologues et les chercheurs qu'elles ont d'abord une fonction de construction collective, et puis elles ont également une fonction sacrée. Alors, pendant qu'on décrit Lascaux comme un sanctuaire, comme le dit Yves Coppens, qui a travaillé sur cette grotte, on peut aussi se rappeler avec Roland Barthes que le récit, il commence par l'histoire même de l'humanité. En fait, il n'y a jamais eu, nulle part, de peuple sans récit. Et Lévi-Strauss, il nous aide à comprendre ça. L'anthropologue, en fait, dans Triste Tropique, il nous explique qu'on convoque des mythes. Ces histoires sont des mythes qui nous permettent non pas d'avoir une fonction historique, il ne s'agit pas ici de décrire des faits qui sont réellement advenus, mais ces récits, ils ont une fonction bien plus symbolique. On va chercher à fabriquer, grâce à des métaphores, du sens, une espèce d'explication globale, aussi cohérente que possible, qui nous permettent d'appréhender finalement les contradictions majeures de nos existences. Essayons de nous imaginer il y a 36 000 ans, on constate l'alternance des jours et des nuits, des naissances et des morts, des guerres et des paix. Eh bien, nous, humains, on a besoin, face à ce vertige, d'inventer des histoires. Et ces histoires, elles agissent un peu comme des médiations pacificatrices entre ces forces qui nous dépassent et nos pauvres existences d'humains. Et ça prend plein de formes différentes. Ces mythes, ils peuvent s'appeler Dieu, Allah, Gaïa dans la mythologie grecque, Fénoua à Tahiti. Ils ont des formes très variées, mais chacun a sa valeur. Que ce soit ici dans une civilisation du début du XXe en terre de feu, ou dans une civilisation occidentale, toujours au début du XXe. Ces 2 mythes ont leur valeur, qu'on croit à des puissances spirituelles ou à des concepts tels que le progrès.
Et puis, on a commencé à parler de croyances. Eh bien, nos systèmes de croyances, ils se sont basés sur des fictions. Et ici, on peut convoquer l'autrice franco-québécoise, j'ai failli dire l'autrice franco-québécienne. Vous m'en voudrez pas, la délégation. L'autrice franco-canadienne Nancy Houston, qui qualifie l'espèce humaine d'espèce fabulatrice. Nous, humains, on a besoin de fabriquer du sens, de vivre dans cette forme de narrativité, d'abord parce qu'on l'a vu, le monde est dangereux, mais aussi parce qu'on a besoin de faire contrat social, de manière à être capable de vivre ensemble. Alors, je m'explique au travers de 2 exemples. Le premier, c'est l'argent. L'argent, c'est une pure fiction. C'est complètement arbitraire. Il y a un jour quelqu'un qui s'est dit « Tiens, on imprimerait des bouts de papier rectangulaires colorés sur lesquels on mettrait l'effigie de n'importe qui de connu et ça aurait une valeur. » On est d'accord que c'est parfaitement arbitraire. La monnaie, c'est pareil, hein, c'est plus ancien, mais c'est la même mécanique. Quelqu'un s'est dit « Tiens, je vais prendre un bout d'étain, je vais le frapper à mon effigie et ça aurait une valeur. » Autre fiction qui nous permet de comprendre ce qui est à l'œuvre dans cette notion de contrat social, ce sont les noms de famille. Moi, je m'appelle Giuliani, mais je pourrais très bien m'appeler Dupont. C'est parfaitement arbitraire. Et on comprend bien cette notion quand on convoque l'exemple, jusqu'à très récemment, des femmes qui, lorsqu'elles se mariaient, passaient d'un nom à un autre, d'une fiction à une autre. Et là, on voit en quoi le récit, il n'est pas figé. Et ça, c'est hyper important de le noter, surtout dans un monde qui est en mouvement tel qu'il l'est aujourd'hui. Ça tousse beaucoup hein, dans les rangs. Ça va ? Les récits, c'est aussi ce qui nous permet de fabriquer du nous, de fabriquer des communautés. Et ça, c'est vraiment intéressant à regarder parce que là, on était sur des choses un peu macro, un peu méta, mais si on zoome un peu et qu'on s'approche un peu plus d'une échelle micro, on s'aperçoit qu'au quotidien, veuillez m'excuser, au quotidien tout le temps, on convoque des récits. Je suis navrée pour cette référence. Je ne sais pas ce qui m'a pris. En fait, quand on est têtu, qu'on ne veut pas utiliser l'IA et qu'on fait une recherche Google Images, machine à café, bureau, eh bien, on se retrouve avec ça. Alors, 1, je m'excuse. 2, je suis désolée pour les plus jeunes qui n'ont pas la ref. Et puis, merci aux autres pour votre indulgence. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que même quand on prend un café avec les collègues au bureau, même quand on prend le goûter avec nos enfants le soir après l'école, quand on se raconte des histoires sur la terrasse du Palais Beaumont ou sur le boulevard des Pyrénées, eh bien, on fait récit, tout le temps, au quotidien. Et ces micro-récits, eh bien, c'est ce qui nous permet de créer nos communautés. On parlait de communautés juste avant. C'est ce qui nous permet, finalement, de valider nos systèmes de valeurs. Alors, ça nous permet de les valider ou parfois de les infirmer. Et quand on fabrique du « nous », on fabrique aussi du « eux ». Et ça, c'est important à garder à l'esprit. Quand on parle de récit, on parle nécessairement d'imaginaire. Ces imaginaires, ils s'accrochent à des références culturelles. On peut prendre un exemple très simple. Moi, par exemple, en tant que voyageuse francophone, je pourrais qualifier un séjour de dépaysant. Et alors, le dépaysement, pour moi, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ça, c'était vraiment bien. Ça pourrait être ça également. Et c'est là qu'on voit que le dépaysement, c'est une notion qui, est très subjective, puisqu'en fait, c'est pas, ce qui me dépayse moi ne dépaysera pas forcément quelqu'un d'autre. Et puis, ce qui est, je dirais presque vertigineux, c'est qu'en fait, ce mot est un mot français qui n'existe que dans notre langue. Dans aucun autre pays au monde, on ne parle de dépaysement. Alors ça ouvre plein de questions. D'un coup, on peut se demander, mais finalement, est-ce qu'il n'y a que nous, Français ou francophones, je ne sais pas, on en parlera avec les Belges et les Québécois, est-ce qu'il n'y a que nous qui ressentons cette sensation de dépaysement? Et alors du coup, est-ce que nos visiteurs internationaux, quand on les adresse, est-ce qu'on doit convoquer cette notion ou est-ce qu'on doit la laisser de côté? Donc ça montre vraiment à quel point ce terme typiquement de dépaysement, en fait, il vient générer des attentes par nature, c'est un terme presque performatif, mais il génère des attentes qui sont les nôtres, français, et qui ne sont pas nécessairement celles d'autres cultures. Sans aucune transition, je voulais vous parler des narratifs. C'est un terme que vous avez probablement déjà entendu, que moi je n'emploie pas. D'abord parce que c'est un anglicisme, c'est un terme qui vient du mot narrative en anglais, et puis d'autre part parce que c'est un terme qui est principalement utilisé et qui est issu de la communication, excusez-moi, de la communication politique. Je voulais vous brosser quelques exemples de récits dominants qu'on qualifie de narratifs et qui baignent et infusent notre culture depuis
bien longtemps et qui continue encore aujourd'hui. Le premier exemple, le plus puissant, c'est le soft power américain qui nous berce depuis des décennies, qui s'est infiltré dans nos quotidiens et qui a une puissance assez démesurée. L'Internet des objets, le progrès, c'est une image qui a été prise au CES Consumer Electronics Show de Las Vegas en 2025. C'est un des objets phares qui a été présenté comme une innovation cette année à Las Vegas. C'est un robot petit chat qui souffle sur votre thé ou votre café, puisque vraisemblablement nous ne savons plus le faire ou nous n'avons pas le temps de le faire, je ne sais pas. C'est mignon, mais inquiétant. L'aviation verte nous promet des lendemains qui chantent et des séjours toujours plus lointains, mais en toute sérénité. On nous menace en nous disant que si on ne s'occupe pas de l'IA, l'IA s'occupera de nous. Et puis, le président américain et beaucoup d'autres continuent à cultiver ce mythe des énergies fossiles comme moteur de progrès et de croissance. Rien ne va dans cette phrase. Et finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que pendant ce temps-là, c'est ça qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, collectivement, face à ces narratifs, à ces récits dominants? Eh bien, déjà, on peut essayer de reprendre la main sur nos imaginaires. Ce qui est important de regarder, c'est que ce que nous montrons, ce que vous montrez en tant qu'organisme de gestion de destination, eh bien, ça a un impact réel. Ça a un impact notamment sur, la capacité de chacun à expérimenter le monde, et deux, à continuer à fabriquer des sens qui soient soutenables, désirables, supportables. Pourquoi Disney ? Une étude récente du Muséum national d'histoire naturelle sur la représentation de la biodiversité dans nos productions audiovisuelles a montré que l'effondrement de la biodiversité qui apparaissait à l'écran, dans les images, était exactement similaire à celle à laquelle on assiste dans la réalité. Dans un monde où 56% de la population mondiale vit en ville, eh bien l'expérience qui est faite de la nature par l'ensemble de ces personnes, plus de la moitié de la population mondiale, elle se fait par l'image, elle se fait par les écrans et pas par une expérimentation qu'on pourrait qualifier de terrain. On voit bien en quoi, ici, en tant que promoteur de vos destinations, vous agissez en fait comme des médias. Vous portez des imaginaires, vous portez des images. Vous avez la chance d'avoir le pouvoir d'agir, de pouvoir donner à voir d'autres représentations qui soient des manières aussi d'éviter, autant que faire se peut, la moyennisation et la standardisation. Alors souvent, j'utilise une expression de Nicolas Martin, l'Office de tourisme de La Rochelle, qui parle d'iconographie touristique normalisée par le milieu. Il fait référence à l'usage de l'IA générative. En effet, on peut convoquer cette notion de se dire, alors je ne suis pas experte en IA, je n'ai pas l'intention de le devenir, il y a plein de personnes absolument brillantes dans la salle qui vont vous dire plein de choses pendant ces 2 jours, mais on peut quand même se dire que quand on convoque une masse de données aussi critiques pour générer un attendu probable, eh bien finalement, on ne prend le risque que de la moyenne. Et on peut se dire que peut-être qu'être dans la moyenne n'est pas nécessairement un atout de poids pour valoriser vos territoires et vos destinations. Et puis la question de la standardisation, eh bien, elle existe aussi du point de vue, vous le savez, de vos visiteurs. Je vous montre ici le travail d'une artiste visuelle qui s'appelle Corinne Vionnet. Je remercie François Perrois pour cette belle découverte. Corinne Vionnet, dans son travail, elle superpose ici dans sa série Écran Total, elle superpose des centaines de clichés de visiteurs de différents lieux, sites de visite emblématiques. Si je vous montre un exemple que je trouve très beau, on dirait presque un Turner avec cette espèce de chose un peu évanescente qui flotte comme ça. C'est pas du tout un Turner, c'est la superposition de centaines de clichés de visiteurs et c'est finalement l'expression même d'un imaginaire posé sur un lieu. Alors on l'a dit, les OGD que vous êtes sont des portes d'entrée vers les destinations, mais ce sont également et plus concrètement des accueillants, ce que Pierre Éloi appelle des bienvenuteurs. Et je crois qu'on porte
de façon collégiale et collective, une espèce de co-responsabilité, je dirais même d'éthique, dans notre manière d'accueillir nos visiteurs, et ce, même à distance. Et à l'heure de l'avènement de l'agentivité de l'IA, j'ai interrogé le chatbot d'un site de visite patrimoniale à qui j'ai demandé de me raconter l'histoire du personnage fondateur de ce lieu. Alors, le chatbot n'a pas su me répondre. Il m'a proposé de consulter les horaires, les tarifs, la programmation, bref, consulter la fac. Il m'a aussi proposé de parler à un humain. Je ne vous cache pas que moi, personnellement, c'est dans cet état-là que ça m'a mise. Alors voilà, j'ai pu aujourd'hui partager avec vous quelques notions et mes états d'âme. Je vous en remercie. Je suis très heureuse de commencer avec vous ces ET, et puis on va essayer pendant ces 2 jours collectivement de se fabriquer de nouveaux imaginaires pour essayer d'inventer des futurs qui soient partagés, qui soient héritables, et puis qui soient fidèles eh bien, à nos individualités, à nos universalités également, et puis à nos singularités. Je vous remercie, je vous souhaite de belles ET.